volonté d'augmenter les salaires de manière à ce que voilà, il y ait plus de solidarité. Il y avait aussi, je sais pas, il y avait des tas de mesures véritablement progressistes. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, tout ceci a été en partie réalisé après-guerre. Quelles que soient les orientations politiques. Il y a eu un grand consensus national des gaullistes au PC pour établir ces mesures-là. Ce qui s'est passé historiquement, et c'est assez intéressant, c'est que ces grandes mesures du CNR, ce programme du CNR, il a progressivement été détricoté à partir des années 80. Vous le savez, les nationalisations, c'était quelque chose qui n'était plus du tout à la mode, et au contraire, on s'est mis à privatiser à partir des années 80. De la même manière, et jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez des gens, notamment dans les représentants du MEDEF, l'organe de représentation des patrons français, vous trouvez des gens qui sont pour une remise en cause complète, non seulement des mesures du CNR, mais de l'esprit du CNR. L'idée, c'est qu'il faut sortir de l'esprit de la construction de la France d'après-guerre. Il y a notamment un type, je ne sais pas si vous le connaissez, il est toujours là, il s'appelle Denis Kessler, qui était à un moment je ne sais pas s'il est encore vice-président du MEDEF, Kessler, je ne sais pas. Bref, en tout cas, en 2007, Denis Kessler avait écrit une rubrique dans un magazine qui s'appelle Challenge, dans laquelle il disait, alors je suis allé chercher ces mots même, il disait il s'agit de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est antilibéral, que le CNR va contre le libéralisme, contre l'individualisme, tout ça c'est sclérosé, etc., etc. Bon, c'est le discours habituel qu'on a aujourd'hui, le discours ultralibéral. Donc c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaye non seulement de défaire les mesures du CNR, mais également de défaire l'esprit de ce mouvement, ce qui était un mouvement, encore une fois, fédérateur. Très important. Qu'est-ce qu'on a fait au moment du CNR? Parmi les mesures, je ne l'ai pas dit, mais il y avait la sécurité sociale, l'idée d'une solidarité nationale, l'idée des retraites, etc. Et aujourd'hui, le débat, c'est justement l'idée de défaire tout ça, défaire la retraite par répartition, c'est trop cher, etc., etc. Donc on est bien dans un contexte, aujourd'hui, où on essaye de casser ce qui a été construit par le Comité national de la résistance, le Conseil national de la résistance. Il n'y avait pas que le CNR, d'ailleurs, il y avait aussi comment s'appelait ce mouvement qui était basé en Afrique du Nord, le Comité français de libération nationale, qui lui, par exemple, apprenait le vote des femmes. Et de fait, en 1946, les femmes ont eu le droit de vote. Donc vraiment, un grand nombre de mesures progressistes viennent des résistants. Alors aujourd'hui, non seulement, ce qui m'intéresse, voyez-vous, dans le constat, quand on regarde un peu l'état de la société, c'est que au moment même où on est en train de nous dire il faut défaire tout ça, il faut sortir de tout ce qui a été construit par le CNR, on récupère la résistance comme une valeur. Vraiment, je suis allé regarder, parce que c'est des trucs que j'avais vaguement conscience dans le discours ambiant, mais aller regarder les publications, style vraiment les journaux, les organes de presse du patronat, les organes de presse de la droite extrême. Aujourd'hui, au moment même où on veut se défaire de la résistance, on l'utilise à tout bout de champ. Tout le monde, de droite et de gauche. À droite, par exemple, vous avez des patrons aujourd'hui qui disent, des patrons de PME, je suis allé voir un journal du patronat français qui disait qu'il fallait que les patrons des PME entraient en résistance. Alors pourquoi est-ce qu'ils entrent en résistance? C'est comme les bonnets rouges, vous savez, quand il y a eu ce truc-là, on disait on entre en résistance. Tout simplement parce qu'ils considèrent que la pression fiscale est trop grande. Autrement dit, les patrons français, ils comparent je ne sais pas, l'URSSAF et le fisc, si vous voulez, à la Gestapo, en quelque sorte. Évidemment, la comparaison n'a aucun sens, c'est absolument absurde. Et pourtant, on en est là aujourd'hui. Au moment même où le patronat essaye de défaire les mesures du CNR, il récupère l'idée de la résistance. C'est quoi la résistance? C'est David contre Goliath. Vous voyez, c'est héroïque, c'est sublime, on est tous du côté du petit contre le gros. Alors, aujourd'hui, on joue sur cette image-là, mais d'une manière qui peut paraître frauduleuse, voire même carrément perverse. J'en prends pour exemple, alors un truc que vous avez peut-être vu sur Internet, vous savez, il y a un groupuscule d'extrême droite qui a été formé par Alain Soral et Dieudonné, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça s'appelait Vérité et Réconciliation, maintenant c'est même devenu soi-disant un parti politique. Eux ont récupéré le champ des partisans. C'est Vérité et Réconciliation. Non, c'est Vérité et Réconciliation. Ouais. Ils ont récupéré le champ des partisans, c'est-à-dire le champ fédérateur de la résistance française. C'est un mouvement, il faut le savoir, le parti de Dieudonné et Soral, qui est ouvertement antisémite. Donc vous voyez aujourd'hui des antisémites récupérer le champ
de ceux qui luttaient contre le fascisme et l'antisémitisme. De la même manière, je suis allé regarder l'organe de presse, un des organes de presse du Front National, qui s'appelle Nation Presse, et qui titrait, alors vous pouvez voir ça sur Internet, « Aujourd'hui comme hier, la résistance, c'est le Front National ». Vous voyez, le Front National, il est quand même issu de gens, au moment, notamment de la guerre d'Algérie, qui étaient eux-mêmes d'anciens, parfois très liés au gouvernement de Vichy. Donc aujourd'hui, vous avez des partis politiques d'extrême droite issus de l'idéologie soit Vichy, soit, disons, tendance fasciste, qui récupèrent les valeurs de la résistance. Donc ça me paraît vraiment très, très ambigu comme notion, très, très délicat à traiter. Et dans le contexte actuel, vouloir, quand on est artiste, faire un travail sur la résistance, ça implique, je crois, néanmoins, un certain recul critique par rapport à tout ça. Ayez ça en tête, ayez ces débats-là en tête, ayez ce contexte idéologique en tête. J'arrête là pour ce qui me concerne aujourd'hui. Éventuellement, on verra avec les responsables là, si on peut faire une séance, alors là pour le coup qui n'a rien à voir avec ce que je dis là, mais pour vous donner des références de films, de livres sur la résistance, d'ailleurs dans différentes acceptions. J'ai proposé soit une intervention la semaine prochaine, soit j'essaye de rédiger ça, de mettre ça par écrit, puis je le balancerai par Internet si on n'arrive pas à trouver un créneau. Voilà, je cède la parole à Stéphane. Attends, c'est pas ça. Oui, bonjour. Donc, c'est bien que tu aies placé les choses d'un point de vue politique, puisque c'est un peu comme ça que je pensais l'aborder aussi. Alors, par contre, je ne vais pas parler de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en fait, je ne vais pas parler du tout. Je vais montrer un extrait d'un film qui s'appelle L'An 01 et qui va bientôt arriver sur cet écran en face. Qui est-ce qui a déjà entendu parler de ce film, L'An 01 ? Bon, c'est bien. Donc, c'est un film très très particulier, qui est un film vraiment typique du début des années 70. Donc, effectivement, à regarder avec une grande distance aujourd'hui. C'est un film d'une très grande naïveté, mais à la fois d'une assez intéressante un point de vue. Et apparemment, l'ordinateur ne détecte pas l'écran, donc je vais te laisser la place pour corriger ça. Juste pourquoi j'ai choisi ce film, parce que c'est un film qui a été fait par différents réalisateurs, enfin bon, principalement Jacques Doyon, qui a fait des films très très différents par la suite, mais d'après une bande dessinée de GB, voilà. Donc qui en fait était dessinateur chez Charlie Hebdo à l'époque. Et donc le principe de ce film, c'est l'idée de tout arrêter et de faire un pas de côté, de repartir à zéro. Donc c'est l'idée de... Enfin, je cherchais des références qui prennent l'idée de résistance avec un point de vue qui puisse éventuellement générer quelque chose d'artistique. Parce que quand on prend la résistance, évidemment, on parle plutôt de point de vue politique, mais quand je me suis mis à chercher qu'est-ce qui pouvait générer quelque chose d'artistique avec un point de vue de résistance, en réalité, je suis tombé sur des œuvres souvent très très ennuyeuses et pas forcément très passionnantes. Donc c'est assez compliqué de trouver quelque chose qui soit dans l'esprit. Donc celle-ci, ce film tout à fait singulier, peut rentrer dans cette case. Alors je vous montre le début. C'est un film voilà, ça vaut le coup de le voir en entier. Alors encore une fois, c'est un film très particulier. Vous risquez de trouver ça extrêmement naïf, parce que ça date d'il y a 40 ans, c'est d'autres idées, etc. Mais c'est assez intéressant dans la manière dont c'est fait, notamment pour plusieurs choses. Alors il y a tous les gimmicks de l'époque, voilà, tout est fait typo à la main, bricolé, fait entre amis, avec une camionnette, etc. C'est très 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 typique. C'est un des rares films qui cherche à mettre en œuvre une utopie politique par le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fabrication d'une utopie en vrai, c'est pas une vraie utopie. C'est de la bande dessinée, c'est des entre guillemets blagues, mais néanmoins il y a un point de vue politique qui cherche à exister entre la fiction et le réel. C'est-à-dire ce sont alors au début on le voit pas tellement, mais si vous voyez la suite du film, on cherche à mettre en œuvre des micro-utopies dans l'espace du cinéma qui permet de les tester sans les rendre réels néanmoins. Je connais pas d'autres films qui fassent ça, c'est assez particulier. Voilà. Je vous montre juste le début. Alors c'est un film dans lequel il y a énormément de célébrités aussi, c'est assez drôle. On trouve, alors là vous verrez quelqu'un que vous reconnaîtrez tout de suite, mais dans la suite du film vous trouverez Coluche, Philippe Stark, Jacques Séguéla. Enfin, il y a plein de gens qui traînent là-dedans, on ne sait pas du tout ce qu'ils viennent faire ici. Oui, Stark en 71, ouais, il est très jeune. Plein de gens comme ça qui traînent. C'est un film très marrant. Bon voilà, je le montre. Il n'y a pas de musique ? Non, enfin si, quelques chansons dans le film plus tard. C'est une super production. Au départ, on a dit L'An 01, un film à faire ensemble. Et effectivement, on l'a fait à beaucoup. Mais pas tous à la fois, évidemment. Le studio aurait été trop petit. Il n'y a
pas eu de studio, ça s'est tourné dans la rue, dans les champs, un peu partout. Ça, c'est ceux qui ont joué. C'était lisible. C'est pas important. Les comédiens, on les reconnaîtra au passage. Et les autres? Bon, ils se reconnaîtront. Oh tiens, c'est Paco à droite, je le connais. Il se fait appeler Paco parce qu'il est cherché par la police. Mais en fait, il s'appelle Manuel Durochou. Chut, ça commence. Jean-Monsieur? Je vous connais de vue, mais j'ai pas eu l'occasion de vous parler. Je crois que vous montez plus en tête, vous. C'est pour Oui, ça. en général, je monte avant les premières. Je trouve qu'il y a moins de monde. Moi, je monte toujours à peu près là. On a ses habitudes. Eh oui. Ça fait 12 ans que je prends ce train-là. Moi aussi, à peu près. Hier, vous l'avez pas pris. Ah, vous avez remarqué? C'est vrai, je l'ai raté. J'ai pris le suivant. Vous n'avez pas vraiment raté. Vous n'êtes pas monté. Oui, c'est ça, mais j'ai pris le suivant. Mais vous n'êtes pas monté exprès. Oui, c'est idiot. Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus montrer dans le train. Vous n'êtes plus jamais monté dans le train? Non, enfin, jamais. Non, c'est pas le mot, mais toujours le même train, vous comprenez, à la fin. À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas? Et donc, Et puis prendre le train. je sais pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on craint. Ils vont pas nous donner des gifles, quoi. On n'a rien à craindre. Et eux, tu crois que c'est par peur des gifles qui se démènent comme ça? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se conduire comme ça. Oui. On devrait leur dire, vous êtes trop grand pour... Vous êtes trop grand pour prendre des gifles et des coups de pied au cul. On devrait leur dire ça. Là, tu viens de dire un truc terrible, parce que, tu te rends compte, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on s'est évadé. Hein. Ouais. Et au fond, maintenant, on a quelque chose à dire aux gens. Mais comment on va le dire? Non. On va trouver quelque chose à dire. Super. Oui, 50 francs. Il va falloir économiser sur l'essence. Attention. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Il y a une grève de prévu, non? Non, j'ai pas lu. Moi, j'ai rien vu sur les journaux. Non plus, j'ai rien entendu. Dis donc, je trouve bien que j'ai plus de monnaie. Tu veux pas regarder si tu as 50 francs? Oui, je regarde. Non, j'ai plus rien. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence? Les gars des raffineries ont décidé d'apprendre la musique. Une blague? Mais non, c'est officiel. Bientôt, c'est l'an 01. Et vous y croyez, vous, à ces histoires? Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi. Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison? Ah, on enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé. Ah, c'est le cadeau pour un plein. C'est les fleurs de France en plastique. Dites donc, pendant ce temps-là, vous allez regarder pousser le blé? Ce serait pas déplaisant. Mais vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure, mon vieux. On est sur Terre pour travailler. C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon, on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur Terre, si on travaille ou quoi. Et puis, s'il faut travailler, bon, on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi. Et vous faites ce numéro à tous vos clients? Oui, mais j'en rajoute à chaque fois. Je me rôde. Ah, tenez. Merci. Ça, le film commence par plein de petites scénettes où tous les gens s'arrêtent de travailler. Et ensuite, donc, une fois que tout le monde s'est arrêté, les alternatives poétiques commencent. Beaucoup d'entre elles qui ressemblent à ce qui va devenir plus tard la marque n'est plus zéro. ou autre. Ça, c'est un film que je voulais vous montrer. Alors, bon, je vous le montre pas en entier. Il est à la bibliothèque. Vous pouvez le consulter en entier. C'est un film assez drôle. Et puis un autre film que je voulais vous montrer, mais je vous montre juste un très très rapide passage. C'est quasiment à la même époque. Et ce film Thème Rock avec Michel Piccoli, qui est un film où en fait, de la même manière, voilà quelqu'un. Donc c'est un film qui est assez particulier parce qu'il dure à peu près 2 heures et il n'y a aucun dialogue, il n'y a que des grognements. Et donc pendant tout le film, Michel Piccoli joue le rôle de quelqu'un qui refuse la vie sociale contemporaine et qui va retourner à une sorte d'état de bête en ville. Donc voilà, c'est un film assez drôle. Je vous montre quelques vues comme ça. Donc au début, il travaille à l'usine et puis progressivement, voilà, alors ça, je sais pas ce que je viens de faire là. Hop, il sort de ce mode de vie pour devenir une sorte d'animal urbain.
film est notamment fait de bruit, de grognement. Bon, c'est un film un petit peu long aussi. On y trouve aussi Coluche, qui est partout dans tous ces projets. Par contre, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver directement en ligne. Paul, je ne sais pas si tu voulais nous parler de ça. Ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, le chant des partisans reclus. Ok. Alors j'imagine que vous entendez quelque chose avec ce micro, ça marche pas, non? Il y a un autre micro quelque part? Non, il marche pas. Il n'y a pas un micro qui marche? Non, il a... Vous entendez rien là si je parle avec le micro? Bon, je dois parler sans le micro, je pense. Bon, rapidement, moi j'avais prévu un petit chose à vous raconter. Donc je vais essayer de faire court pour qu'on ait le temps de discuter aussi. J'imagine que plein vont partir sur le plateau. Je prends mon pense-bête quand même. Là, il y a la lumière du fond de la salle. Il y a un peu plus de lumière au cas où je ne vois rien. Je voudrais en parler de deux manières. La première, en vous racontant un peu... parce qu'en fait, ce concept de résistance, à mon avis, c'est un loup de mer. C'est-à-dire qu'il n'a jamais disparu de l'imaginaire français. Et moi, dans mes études, j'ai été confronté à sa présence, à son omniprésence, même si je puis dire. Donc, je voudrais vous raconter un petit peu ça. Et puis après, vous parler de pourquoi aujourd'hui, dans la suite de ce qu'a raconté Benjamin, comment est-ce qu'il faut être prudent avec ce terme aujourd'hui. Donc, simplement, vous savez, la résistance, ça désigne en fait un phénomène qui tente d'annuler ou d'atténuer, en tous les cas, les effets d'une force. Hein. C'est ça, la résistance. Donc, il présuppose toujours qu'il y a une force première à laquelle il faut effectivement résister. C'est là-dessus que s'articulera un peu ma critique à moi du mot de résistance, mais je vais y revenir parce qu'évidemment, la question assez rapidement, c'est du coup la résistance est-elle vouée à n'être que réactive? N'y a-t-il pas là une limite comme programme politique de se donner celui de résistance qui consiste effectivement à considérer qu'on ne fait que réagir à une force? Alors, la raison pour laquelle c'est assez drôle, mais quand moi j'étais étudiant, c'était donc il y a une vingtaine d'années, maintenant un peu plus que 20 ans, j'ai fini d'être étudiant il y a une vingtaine d'années, on va dire, et pour nous, le mot de résistance, il était venu de Deleuze, en fait, essentiellement, et de deux moments en particulier de la philosophie de Gilles Deleuze. D'une part, l'abécédaire, que vous pouvez voir, qui est, je crois, à la bibliothèque, qui sont les entretiens filmés télévisés, où chaque lettre correspond à une notion qu'il explicite, et pour la lettre R, c'est la notion de résistance. Et puis, peut-être plus frappant que l'abécédaire, qui était sorti avec quelques retards, c'était surtout la conférence qu'il avait donnée en 87. Moi, j'ai commencé mes études d'art en 88, je faisais l'école de la photo, et en 87, Gilles Deleuze donne une conférence à la FEMIS qui s'est répandue dans toutes les écoles d'art qu'on a tous, qui a été publiée instantanément, qui s'appelait « Qu'est-ce que l'acte de création ?» et dans lequel il finissait par définir que l'œuvre d'art était un acte de résistance. Alors, ça a fait des gros échos. Alors, la raison pour laquelle c'est un acte de résistance, il y avait deux points qui étaient développés par Deleuze. Le premier, qui m'a semblé toujours soumis vraiment à caution, auquel j'adhère très peu, venait de Malraux, qui avait déclaré que l'œuvre d'art, c'est ce qui résiste à la mort. Voilà. Et... tu peux avoir le micro, voilà. Et ça m'économise la voix. Et Deleuze disait, oui, une œuvre d'art, on voit au Louvre une statue qui a 6000 ans, donc ça résiste à la mort. Bon, j'ai beaucoup de mal à y croire, parce que évidemment, et j'espère d'ailleurs que dans 6000 ans, on n'aura pas les milliers d'œuvres qui sont produites par année, ne serait-ce que sur le territoire français, parce que ça serait une déchetterie épouvantable, il faudra conquérir plusieurs planètes. Donc, cette première définition, j'y croyais pas tellement, mais la deuxième était beaucoup plus intéressante. Il disait, il y a un point commun, en effet, entre
entre l'œuvre d'art et la lutte politique. Et ce point commun, c'est la résistance. Et pourquoi est-ce qu'il y a un point commun entre les deux? Et c'est là le point fondamental. Il disait parce que une œuvre d'art comme une lutte politique font toujours appel à un peuple qui n'existe pas encore. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est une très très juste remarque, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart du temps, quand une manifestation commence, vous savez, les gens descendent et ils disent « nous voulons ça », mais ce « nous » fait en fait appel à un peuple qui n'est pas encore présent, puisque généralement c'est une minorité qui commence toujours une lutte, et donc il évoque comme ça, si vous voulez, un possible peuple à construire, et en effet, il en va de même de l'œuvre d'art, puisqu'on sait tous, et c'était d'ailleurs cité par Deleuze, hein, Paul Klee, qui déjà au Barros disait « le programme du Barros est magnifique, mais on ne peut pas le réaliser parce que le peuple manque, le peuple fait défaut. Donc, les œuvres d'art aussi s'adressent toujours finalement à des spectateurs idéalisés. Il y a une idéalisation obligatoire de l'adresse de l'œuvre d'art, ou alors vous ne faites pas de l'œuvre d'art, vous faites de la communication pour un public, un audimat, une audience, et vous descendez votre curseur au niveau où vous estimez que l'audimat lui-même pourra vous comprendre ou pas. Hein. C'est la fameuse... La télévision s'adresse à des... Bon, mais l'œuvre d'art, c'est pas ça, elle idéalise constamment un spectateur. Voilà. Donc, en même temps, c'était assez drôle parce que, figurez-vous que cette formule de résistance de Deleuze, il l'apprenait aux Straub, que vous connaissez plus du tout, je pense, parce qu'ils sont peu connus aujourd'hui, qui étaient les grands cinéastes radicaux des années 70-80, défendus par les cahiers du cinéma à l'égal de Godard. On les appelait les Straub, en fait, c'était Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, sa compagne, qui est morte il y a quelques années, et qui avait fait un grand nombre de films qui mettent à rude épreuve la patience du spectateur, dont un particulièrement, dont je vous ai extrait quelques images, qui s'appelle « De la nuée à la résistance », qui est adapté de textes de Pavese. Alors, le film est coupé en deux parties. Vous voyez, à gauche, il y a une partie qui se passe dans l'Italie antique et il y a une partie qui se passe dans l'Italie contemporaine. Dans les deux cas, il s'agit de deux types de résistance. Pour l'Antiquité, c'est la résistance à la loi des dieux. Et pour la partie contemporaine, c'était la résistance au fascisme de l'Italie d'après-guerre et au capitalisme naissant. Voilà. Alors, c'était tellement présent ce mot-là que moi à ce moment-là je traînais aux Beaux-Arts de Paris, c'est là où je complétais mes études au cours de Jean-François Chevrier, et là sont arrivés Marc Pateau et Gérard Paris-Clavel, qui c'était à la fin de Grappus, vous savez, le groupe de designers graphiques. Paris-Clavel avait fondé Ne pas plier, et ça a correspondu aux grèves de 95, vous voyez, c'est vraiment la fin de mes études, qui étaient les grèves contre le loi Juppé, et le mot d'ordre lancé par Ne pas plier, c'était existence, résistance, et on était là, on marchait dans les rues en portant ces panneaux, et ça a été les grèves de 95 de Juppé, vous savez peut-être, ça a été les plus importantes qui ont eu lieu depuis 68, c'était assez massif, donc à ce moment-là, le mot de résistance c'était partout. Voici quelques images pour ceux qui connaissent pas. J'avais invité Gérard Paris-Clavel il y a 2 ans à venir faire une conférence avec Normal Sup et les Arts Déco. Mais enfin voilà, c'est un autre type de graphisme que celui qui domine dans cette école, mais qui existe et qui est important et qui est un graphisme politique. Ce groupe s'appelle Ne pas plier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont un site, et ils ont un lieu, et on peut les réinviter quand on veut. Il est toujours ravi de venir foutre le bordel dans l'école, Gérard. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et donc ces images étaient très fortes. Et bon, moi j'ai été très très politiquement engagé dans ces histoires à cette époque. J'étais beaucoup là-dedans. Et je me souviens par exemple, ils avaient fait des scotch, vous voyez, où il y a marqué résistance, existence. Et puis on prenait d'assaut des places comme ça. On tendait les scotch très très rapidement, très vite, et on accrochait toutes les images que Ne pas plier mettait à disposition. Et ça permettait en environ 10 minutes à 8 personnes d'installer un sitting, enfin une place occupée avec des affiches. Voilà. Donc ça, c'était un peu mais mes souvenirs, vous allez dire quel intérêt, bon, ça vous donne des références pour voir quand même comment les générations un peu avant vous se sont emparées de ce terme de résistance, mais aussi pour arriver à ma partie critique, je vérifie vraiment le temps, ouais. Puisqu'effectivement, très rapidement, quand même, moi, comme étudiant, j'ai commencé à avoir des doutes sur cette histoire de résistance, parce que j'ai eu très très peur de n'y voir plus qu'un mot fétichisé et privé de tout contenu. Et ça m'est arrivé pour des raisons d'abord très sensibles, c'est-à-dire que c'était devenu un mot d'ordre dans les écoles d'art, et je me souviens que vous ne pouviez plus croiser un étudiant qui faisait son boulot sans qu'il vous dise que c'était de la résistance. Alors soit c'était parce qu'il faisait de l'abstraction et que du coup il résistait à la consommation des images, soit au contraire il faisait des images mais il résistait à l'absence d'esprit critique sur les images. Bon, on s'en sortait jamais, et en même temps, au même moment, il y avait des endroits dans le monde où il y avait des vraies résistances, en Palestine à une occupation, donc c'était compliqué pour moi de me dire, la Palestine comme d'autres lieux, ça m'était des fois difficile de me dire que nous on était là en école d'art à faire des manifestations relativement autorisées et à s'approprier
ce mot qui, dans d'autres circonstances, faisait courir le péril de leur vie à plusieurs personnes. Voilà. À quoi s'ajoutait en effet ma propre vie familiale, puisque je suis une famille de juifs déportés, donc certains avaient survécu à la guerre, et quand je rentrais à Noël passer les fêtes, je ne me voyais pas dire à mes grands-oncles qui sortaient d'Auschwitz, je fais de la résistance en école d'art, parce que j'aurais trouvé ça très déplacé. Donc évidemment, après, qu'est-ce qui s'est passé sur cette base sensible? Je me suis dit, il faut quand même que j'élabore qu'est-ce qui me gêne dans cette histoire, et c'est ça dont je voudrais vraiment vous parler. Et je dirais qu'il y avait deux choses qui me gênaient, c'est qu'évidemment, le mot de résistance, à mon avis, ne peut jamais être un universel abstrait. Il doit toujours s'adosser à des problèmes politiques très précisément définis et circonscrits. Et je dirais que les deux problèmes que j'ai, c'est il faut toujours répondre à ces deux questions quand on emploie le mot de résistance. À quoi résiste-t-on? Et deuxièmement, la résistance n'est-elle que réactive, n'est-elle qu'une manière de résister à une pression, ou doit-elle au contraire se présenter comme étant également constructive et productive? C'est là que je rejoins la référence de Benjamin, évidemment, au CNR, au Conseil national de la résistance, qui d'ailleurs en 2010 a réédité son programme. Il avait été écrit quand même, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est une grande beauté cette histoire. Ce Conseil national de la résistance avait donc fait un programme, ce qu'a raconté Benjamin, qui était une charte qui a défini le modèle social français, vous savez, qui donne tout, le plus de pouvoir possible au service public et à la solidarité intercitoyenne, et qui est aujourd'hui, comme il l'a très bien dit, menacé d'être détruit parce que pas assez rentable pour la flexibilité de la mondialisation du capitalisme libéral dans lequel nous vivons. Et les jeunes gens qui ont écrit ça l'ont écrit pendant qu'ils résistaient aux nazis, et ils l'ont appelé les jours heureux. Et c'est un programme, ils ne sont pas tenus simplement à un effet de résistance, bien qu'ils avaient pour fonction de coordonner bien sûr la résistance, ils ne l'ont pas vraiment fait à dire vrai, mais ils ont réussi dans ces moments les plus noirs de l'humanité à se projeter une société à venir future qu'ils ont appelé les jours heureux, et il a été réédité en 2010 en effet, vous voyez, il est sous-titré comment il a été écrit et mis en œuvre et comment Sarkozy accélère sa démolition. Donc il a été mis en place parce que Sarkozy passait son temps à aller sur le plateau des Glières, et quand il a commencé son quinquennat, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin il a fait des réformes tous azimuts, personne ne comprenait rien. Ils ont dit si c'est très clair, il est en train d'achever le détricotage commencé dans les années 80 du programme du CNR. Voilà. Donc ça vous donne quand même un aperçu plus positif pour moi du mot résistance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement se contenter de réagir à une force, parce que sinon il lui donne tout pouvoir. C'est-à-dire que vous vous définissez uniquement en fonction de la force qui vous oppresse, si vous n'êtes que réactif. Et donc, aussi réactif que vous soyez, finalement, vous ne tenez votre existence qu'à cette force. Vous n'existez jamais en dehors d'elle et des réactions que vous lui proposez. Donc, je proposerais quand même, si j'étais vous, de réfléchir à cette histoire de résistance en essayant de dépasser sa dimension uniquement réactive. Et c'est là qu'on arrive à un deuxième problème, évidemment, c'est quelle est la force qu'on décide d'isoler, à laquelle on dit « nous y résistons ». Parce que finalement, ce qui me gênait, moi, quand j'étais étudiant, c'est que j'avais l'impression que ce à quoi on résistait, c'était une sorte, finalement, de notion un peu diffuse du monde, quoi. C'était l'état général du monde, de manière très diffuse et pas jamais vraiment précisée. Donc ça ne pouvait me créer que des ennuis, parce que, non, quand on résiste à une force très précise, une force d'occupation, d'oppression, il faut la désigner. Et donc, ça vous renvoie évidemment à des questions préalables, je pense à votre exposition, qui sont quand même assez importantes, et que j'ai notées sur mon autre feuille et que je vais lire, à savoir, il faut peut-être se poser des questions de, partagez-vous un même diagnostic sur le présent, parce qu'en effet, là je crois que ce qu'a dit Benjamin est fondamental. Je veux dire, Éric Zemmour peut dire par exemple qu'il résiste à l'ordre établi. Alors qu'est-ce que vous avez un propos raciste, fasciste, homophobe et sexiste, et le type vous dit non mais je résiste à la doxa dominante. Alors les bras vous en tombent. Donc il faut savoir si vous partagez déjà un même diagnostic sur où est-ce que vous voulez placer la résistance. Donc quelles sont les forces qui vous semblent aujourd'hui celles qui mutilent l'existence, au point que cette mutilation de la vie nécessite un effet de résistance. Ce qui veut dire aussi, avez-vous des perceptions communes sur ces forces-là, et mais aussi sur la projection d'une bonne vie ou d'un vivre ensemble que vous souhaiteriez. Et donc, la question de l'identification de ces forces et de la projection d'un autre monde possible reste un préalable, sinon vous n'avez plus qu'un terme fétiche, et comme tous les termes fétiches, il devient un agent de communication, un pin, un slogan, mais enfin il est vidé de toute vérité et d'efficacité politique. Voilà. Donc, c'était des questions qui nous étaient arrivées à nous dans ces années d'étudiants. On n'a pas trouvé des réponses très convaincantes à ce moment-là. Ça recommence aujourd'hui, le mot de résistance. Je vous comprends. Encore une fois, nous, on était quand même dans une période qui était socialement,
à mon avis, l'urgence politique dans laquelle vous faites votre adolescence est bien plus violente que la mienne. Moi, j'ai pu être un esthète jusqu'à très tard dans ma vie avant de m'intéresser plus très concrètement aux choses politiques. Là, c'est pas le cas. Il y a effectivement une guerre mondiale en cours depuis le début du siècle, au moins de manière très visible, avec une reconfiguration de l'organisation de tous les pays développés et de toute la carte mondiale. Donc moi, je salue de certaine façon votre volonté de vouloir mettre ce mot de résistance au premier plan. Mais effectivement, il y a, si on veut être vraiment politique, il vous faut chacun définir l'endroit par lequel vous pensez le mieux identifier ce qui sont les luttes actuelles du moment et comment vous pouvez, dans le champ de l'art qui est le vôtre, participer à ces luttes-là. Ce qui est là-dessus, c'est pour ça que je me suis attardé un tout petit peu sur ce ne pas plier. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour pas faire trop long, pour qu'on ait des discussions. J'aurais d'autres choses à dire pour éclairer chacun de ces points, mais ça sera peut-être mieux dans une discussion avec vous que sous cette forme monologuée. Voilà. Donc, question. Moi, j'ai une question à poser. Pourquoi vous avez choisi cette notion? Comment vous en êtes venu là? Alors, en fait, on en a un peu parlé quand on avait présenté le projet aux élèves il y a 2 semaines. À la base, ça vient d'une idée un peu idiote, mais qui nous a fait penser à plein de choses. On refait l'exposition à la Générale, qui était le lieu associatif, on va dire, où l'expo Sub avait eu lieu l'année dernière. Et en fait, c'est c'est un ancien centre EDF. Et donc, on pensait à des pièces de circuits électriques. Et on s'est dit résistance. Et là, tout est arrivé d'un coup. En fait, à la base, c'est une anecdote, un jeu de mots idiot. Et en fait, même quand on discute avec les gens de la Générale, ça leur correspond par rapport à leur statut de collectif, d'association. Et en fait, le sujet est en train de se nourrir au fur et à mesure, enfin, comme une grosse spirale. Voilà. C'est tout. Quelqu'un veut rebondir ou... Non, mais c'était plus par rapport à la situation de ce collectif, justement, que, apparemment, c'est, je vais pas dire de bêtises, mais en 2017, où le lieu va être réinvesti pour différents projets culturels de la ville. Enfin, voilà, donc leur collectif est un peu en sursis quand même. Enfin, voilà. C'est pas encore fait, non, c'est pas encore fait, mais... C'est vrai que quand vous avez annoncé le thème, moi j'ai un petit peu ta réaction, Paul, je veux dire, un terme aussi chargé politiquement, historiquement, on peut avoir quelques appréhensions sur la manière dont les étudiants des arts déco, sans faire de grandes catégories, vont s'en emparer. C'est-à-dire peut-être effectivement qu'il y a un risque de le prendre de manière plus anecdotique que politique, et à la fois, si le terme est déjà galvaudé, je ne savais pas que Sora l'utilisait, c'est vrai que c'est incroyable. Si le terme n'a déjà plus de sens, les mots évoluent également. C'est vraiment une question importante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez un terme de ce genre-là, comment vous le considérez? Et à la fois, effectivement, secto-censure, résistance, c'est une position, c'est effectivement, le mot définit une position où il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus que résister dans une situation où, c'est la situation où il n'y a plus d'autres actions possibles que résister, type effectivement Allemagne nazie ou autre régime totalitaire dans lequel on ne peut plus résister. Sauf que les scénarios montrent autre chose. Les montrent autre chose, effectivement. On peut faire plus que simplement être réactif. C'est-à-dire analyser tout pouvoir de la forme à laquelle on prétend résister. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais j'imagine que vous devez lire un peu le comité invisible, non? Quelque peu, vous regardez ces choses-là. Vous avez lu que la moitié du dernier qu'ils ont fait. Mais ils ont bougé par rapport à ça. Une reforme de construction. Je veux dire, ils ont arrêté les mouvements dans le sabotage. Ça a changé un peu. Moi, j'avais vu cette image-là. Le type, effectivement, ça on en Allemagne. Il s'appelait sans doute August Landmesser, le même qui est dans le cercle. Peut-être que c'est mieux si... Malheureusement, un an après, évidemment, on est dans des situations politiques où
Voilà, la seule résistance possible, c'est de croiser les bras et d'attendre que les choses passent. Vous n'êtes pas dans cette situation ici, je pense, du tout, donc il y a peut-être moyen de construire quelque chose. Mais oui, ça nous intéresse en tout cas de voir comment vous prenez le terme. Enfin, je ne sais pas si ceux qui ont déjà réfléchi, peut-être d'une manière totalement différente. Moi, je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça m'a rappelé le HAC que Paul avait fait il y a 2 ans à l'ENS pour protester, contester. Et bon, ça rejoint un peu ce que tu disais. Faut pas uniquement protester, il faut aussi construire quelque chose et ce qu'on arrive à la contestation. Donc après, moi, pour ma part, j'ai des idées, mais je trouve ça large. Mais c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas rester justement uniquement dans la résistance, dans les trucs anecdotiques ou voilà. Ah ouais, je me disais, c'est vrai que c'est un terme qui est très marqué et qui a toute une histoire derrière. Et on pourrait parler de résistance, par exemple, on peut prendre rien qu'au point de vue architectural, enfin c'est même marqué sur leur site, la Générale, c'est un bâtiment très spécial qui a une vraie identité et qui est entre entre des kilomètres de bâtiments haussmanniens. Enfin, on pourrait faire plein de choses juste en plastique, en art visuel, mais c'est vrai que ce serait intéressant de partir dans quelque chose d'un peu plus contestataire et enfin un peu plus politisé ou je sais pas, un peu plus humain. Mais par exemple, je parle pour ma part, j'ai peur de pas m'y connaître assez, enfin pas avoir encore assez une expérience politique pour créer que ce soit une œuvre ou une installation ou un objet qui critique vraiment quelque chose de fort et de le montrer comme ça à plein de monde pendant une expo qu'on organiserait. Enfin, donc, ouais, je te passe. Juste, enfin, si vous pouvez lire Akimbe, les Taz, il parle pas mal enfin, c'est les Tempori Autonomous Zone, et il est considéré comme philosophe anarchiste. C'est intéressant, c'est une 30aine de pages. Et... Micro, j'adore ce rôle. Moi. Bah, par rapport à ce que tu disais de justement un peu la peur que nous, enfin en tout cas notre génération avait enfin c'était le débat qu'on avait avec Hugo et qu'on a souvent en fait depuis qu'on a lancé le sujet de l'exposition, c'est qu'on a aussi choisi ça pour pas tant pour créer des formes visuelles qui prétendent résister, on va dire, mais surtout interroger ce mot-là en fait. Et du coup, bah, enfin, faut y aller. Voilà, faut pas avoir trop peur parce que, enfin, notre projet, enfin, en tout cas, ce qu'on a envie de proposer, c'est justement peut-être repenser ce mot-là aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un veut rebondir? Excusez-moi, j'ai juste une question, je te passe la parole, mais parce que comme on est un peu des figures de savoir en tant qu'enseignant, et que le savoir est terrorisant en fait, et c'est un effet terrible du savoir que j'espère le produire le moins possible, et je pense en tous les cas que l'action politique nécessite un saut de la foi, comme on dit. Je veux dire, il n'y a aucun savoir qui ne prémunit d'une action politique. Il faut jamais avoir peur. De toute façon, on apprend en faisant, on change de vue en faisant, et ce que je dis aujourd'hui, je dirais pas la même chose demain. Enfin, faut avoir une vision beaucoup plus transformatrice de soi et du monde, et je voudrais pas laisser un étudiant dire j'ai peur de pas être assez armé théoriquement pour me lancer dans une contestation politique. Je pense au contraire, il faut y aller, et puis on s'armera en faisant, et tu trouveras ce dont tu as besoin en chemin faisant. Voilà. Mais je voudrais pas que des prises de parole d'enseignants se transforment en merde, on n'en sait pas assez sur la résistance pour oser toucher le terme. Au contraire, on ne sait les choses qu'en les faisant. Enfin, et là-dessus, je crois que les écoles d'art sont les derniers lieux quand même où on peut voir que l'expérience du monde et le savoir du monde doivent être indémêlables. Voilà, il ne faut pas favoriser l'un vis-à-vis de l'autre. Donc expérimenter sans savoir, le savoir suivra quoi qu'il arrive, inévitablement. Moi, à la première entente du sujet, en fait, ça m'a paru assez clair, parce que justement, avec le changement, plus notamment par rapport à l'école, avec le changement de directeur, les assemblées générales, je trouve que résistance, c'est une continuité logique par rapport au changement qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre jusqu'au bout de notre scolarité. Du coup, je vois pas le thème résistance comme quelque chose de... C'est plus ou moins politique, mais c'est plus dans l'action, quoi, dans l'action pure, dans l'action brute,
pas forcément soutenir des idées, bien sûr, mais plus dans faire la résistance, quoi. Oui, par rapport à ce que tu disais, Théo, je pense qu'il y a aussi plusieurs échelles de résistance. Et par exemple, les assemblées qui se passent le lundi soir, là, pour essayer de repenser l'école, c'est une forme de résistance. Et il y a sûrement certaines choses qui sont plus à notre échelle. Et que tu vois, c'est pas... Et c'est sûr qu'on peut vite tomber dans l'élève qui essaye de résister contre le gouvernement, tout ça, sans y connaître beaucoup, mais faut creuser. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Juliette. Bizarrement, j'ai l'impression qu'on est une génération beaucoup moins politisée que... Ou alors on est politisé mais enfin, sans s'en rendre compte, quoi. Mais dans ces cas-là, c'est un peu grave. Enfin, moi, parmi ça me fait peur. On a tous un avis sur ce qui se passe aujourd'hui, donc d'une certaine manière, on est politisé. C'est pas parce que tu es ouvertement engagé que derrière, tu penses pas et tu réagis pas par rapport au changement politique d'aujourd'hui. Bah, moi, je te dirais plus l'inverse. Mais après, ça dépend des gens. Je sais pas. Est-ce que là, vous êtes dans une école d'art, vous voyez le monde s'est transformé. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point l'histoire agit. On a vécu dans le monde postmoderne, il y a plus d'histoire, le présent état, la démocratie, le triomphe de la liberté, etc. Ok, non, c'est très bien. Sauf que, moi j'ai 40 ans, je peux vous dire, le monde s'est changé à une vitesse, c'est très vite. C'est très vite. Donc ça veut dire que vous êtes en quelque sorte responsable, vous devez la voir, ce mouvement. Aujourd'hui, faire de l'art, c'est quoi? C'est aller chez Berlin, des concours, tout ça. Vous voyez, concrètement, ça se pose à vous. Est-ce que c'est la même chose?
l'industrie du luxe et l'art, c'est la même chose. C'est ce qu'on nous dit partout. Il n'y a pas d'alternative, on nous dit aussi. Et vous voyez que ça résiste. Ça résiste. Mais la libre circulation des images ne produit aucune valeur en soi. Je veux dire, les pires images nazies circulent aussi bien que les images d'émancipation. Donc, la pure circulation... Il y a toujours c'est toujours des partis pris, la politique. Ben, très peu, parce que tu sais bien que le marché passe son temps à se reconfigurer pour refaire de la valeur. Par exemple, l'arrivée des publicités sur Internet n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qui c'était il y a 10 ans. Mais rien à voir, je veux dire, nous qui avons connu le début d'Internet, tout bouge tout le temps. Et de toute façon, je veux dire par là que c'est pas une guerre gagnée à jamais, c'est tout le temps des luttes. Là, pour le coup, on a vraiment des rapports de force. Voilà. Considérable, puis plein de choses. Puis il y a une loi quand même, Adopi, il y a eu quand même des manifestations, on s'est manifesté, c'est notre ministère, le ministère de la Culture, qui s'est mobilisé pour Adopi. Donc est-ce qu'on était d'accord avec cette loi? Oui, non, enfin je veux dire, tu vois, en permanence, les situations de conflit ressurgissent. Parce que de toute façon, partout où il y a de l'argent à se faire, les gens se battent chèrement. Hein. Je veux dire, les choses changent, hein, mais c'est pas porteur de positivité en soi. Parle fort du coup. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de transformations. Et c'est là-dessus qu'il y a sans doute même la définition du fait d'être politique là, elle est intéressante. C'est même simplement la définition de résistance qui va changer aujourd'hui. C'est vrai que vu qu'on toutes les valeurs ont été transformées, il y a presque établi une sorte de point zéro aujourd'hui, alors qu'avant on s'attachait beaucoup plus à des valeurs inscrites dans l'histoire. Je pense que la résistance a encore lieu, sans doute tout simplement dans une nouvelle forme. Peut-être pas politique au sens où on l'entendait dans les années 70, mais Parle fort. comprendre par rapport à sa
une dernière chose, c'est Mehdi Belhachkasem qui est à la Générale aussi. On a parlé de Hakim Bey, donc je pense que Mehdi c'est aussi quelqu'un d'intéressant dans vos contextes. Vous connaissez ça, je pense. Oui. Voilà. Et aussi dans le contexte des gens de Tarnac, parce que les gens de Tarnac m'ont invité à réfléchir à lui et il a dit, il a essayé de penser avec eux, puis c'est un échec. Donc je pense que c'est, il y a eu une résistance à l'œuvre. Et un dernier petit point, je sais que c'est pas forcément de bonne augure de parler de ça, mais en termes de psychanalyse, il y a le mot résistance aussi, de névrosé, un certain nombre de résistance. Et la résistance en général, c'est quelque chose qui naît du réel. Je pense qu'on a tous envie d'être dans le monde réel et pas dans le monde fantasmatique qui nous suit. Je pense que ça, c'est. On est tous d'accord pour ça. Merci. Merci. Moi, je vais pas partir parce que je dois le cours à 13h. Je voudrais juste dire un truc, c'est que tu as dit, je crois, que vous êtes une génération très peu politisée. J'ai l'impression que c'est un peu une illusion d'optique. Et c'est pareil pour la peur de ne pas avoir les connaissances. Enfin, je pense que vous en connaissez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et il y a énormément de mouvements politiques actuellement. Tu as cité Tarnac, Collectif Invisible, je parlais des accélérationnistes, le Parti Pirate. Enfin, il y a un florilège de développement de théories politiques actuellement par des gens qui sont pas forcément de notre génération, peut-être parfois un peu plus âgés, mais pas toujours énormément. Et donc cette absence de recul politique, c'est peut-être aussi une illusion de pouvoir. Je pense qu'il y a certainement une peur, mais qui est sûrement à tempérer